La pluie tombait comme si le ciel grattait la peau de la ville. Devant la vitrine éclairée d'un bar, une silhouette frêle tremblait sous un manteau mouillé, les cheveux collés au visage, une chaleur froide sur les épaules, comme si le monde pressait la gorge. À travers la vitre, les verres luisaient, la musique vibrait et la main d'un homme tremblante tenait un programme plié, humide au coin. Il resta planté là, incapable de bouger. L'image était ridicule et terrible à la fois. Marc Lemoine avait construit des immeubles, signé des contrats et serré des mains sous des projecteurs. Et ce soir, il observait sa secrétaire se produire dans un petit bar de quartier, voix cassée mais vraie, robe tachée de pluie et sourire qui semblait vouloir se cacher. Sa poitrine était collée à une douleur chaude qu'il ne savait nommer. Cette scène changerait tout. Il y avait des messages qu'on ne pouvait ignorer et une vérité que la caméra du bar venait de capter. Si cette scène vous serre le cœur, aimez et partagez parce que ce récit vaut d'être entendu. Mais pour comprendre comment on en était arrivé là, il fallait remonter le temps et ouvrir des portes que Marc avait fermées depuis longtemps. Il s'appelait Marc Lemoine, elle s'appelait Élodie Caron et la relation qui les liait depuis 3 ans était à la fois professionnelle et fragilement humaine. Il était son patron, elle avait été sa secrétaire, et personne ne s'attendait à ce que la loyauté se transforme en malaise. À côté d'eux, Claire, son ex-femme, avait quitté la maison des années auparavant, et leur fille, Juliette, vivait ailleurs, à l'abri des scandales. La promesse cachée dans cette histoire n'était pas seulement une question de carrière ou d'orgueil, elle portait la trace d'erreurs passées et de petites humiliations répétées. Il existait une preuve, filmée par une caméra que personne n'avait pensé à éteindre, qui irait jusqu'au fond des non-dits. Vous avez déjà ressenti que vos choix professionnels pouvaient ruiner quelque chose d'essentiel chez vous ? Une voix qui se répétait en écho, une image qui ne quittait pas la peau, un bar dont l'odeur de bière mêlée au café chaud racontait une histoire différente. Il y avait un contraste frappant entre les projecteurs sur la petite scène et le froid de la rue, entre les sourires applaudis et la gorge serrée d'une femme qui n'osait pas lever les yeux. La caméra avait enregistré le moment où Élodie, le micro comme une main tendue, lisait des paroles qui parlaient de maison et de faim. La promesse était simple et terrible à la fois. La vérité se révélerait et ce qu'on croyait savoir devrait changer. La réaction immédiate de Marc fut un mélange d'incrédulité et de panique. Il sentit ses doigts engourdis par le froid et une odeur de goudron et de pluie s'incruster dans ses poumons. Il entra sans frapper, comme si la porte pouvait le rattraper, et trouva Élodie en train de ranger un micro sous une lumière tamisée, entourée de bière ouverte et d'une chaleur humaine inattendue. Le patron, qui avait l'habitude des réunions glacées et des chiffres, affronta un monde où l'on mesurait autrement. « Élodie, dit-il d'une voix qu'il voulut ferme et qui vibra, que fais-tu ici à chanter ?» Elle sourit d'un air d'excuse et posa une main sur le comptoir encore chaude, comme pour prouver qu'elle était réelle. Autour, Luc le barman essuyait des verres, Sophie, une collègue de la salle, murmurait des encouragements, Julien, un journaliste local, filmait pour un petit carnet de reportage, Nadège, la voisine, chuchotait, et Antoine, son collègue d'ancienneté, restait à l'entrée, une cigarette oubliée entre les doigts. La pièce exhalait des odeurs, alcool doux, café brûlant, cuir usé, parfum bon marché et la chaleur résiduelle d'un projecteur. Marc se sentit à la fois attaqué et à l'abri, sans savoir quelle position prendre. La première fissure venait d'apparaître. Il y avait un indice dans l'attitude d'Élodie, une étrange dignité mise à nu, et il comprit en moins de 3 minutes que les certitudes pourraient s'effondrer. Les conversations furent brèves, 2 voix se coupaient, 2 autres tentaient d'apaiser, et une réaction en chaîne commençait. Le passé de Marc ne s'expliquait pas en 2 phrases. Il avait grandi dans une petite ville portuaire, la boue entre les doigts et le goût du sel sur les lèvres. Son père, Henri Lemoine, vendait du poisson sur un étal et savait compter les creux de la journée comme on compte des prières. Sa mère, Mireille, travaillait à la blanchisserie et lui apprit à repasser la vie en silence. Enfance, adolescence, première chute et un désir de s'élever. À 18 ans, Marc était parti pour la capitale avec 2 sacs et une rage de changer son nom en bilan positif. Les rues l'avaient appris à négocier, à sourire aux inconnus et à deviner les opportunités dans un panneau publicitaire.
Il trouva un mentor, Bernard Rousseau, qui lui donna sa première chance dans une agence immobilière, puis un associé, Antoine Dubois, qui devint ami et rival. Il connut la montée rapide, contrats signés, chantiers lancés, dîners au palace et récompenses pour des projets innovants. Le luxe lui apprit de nouvelles façons de respirer, des restaurants qui servaient du riz dans des assiettes de porcelaine délicates, des salles de conseil où l'on se passait des poignées de main comme des trophées. Mais la réussite laissa aussi un vide. Les absences firent des chambres froides, un mariage qui s'essouffla, des mots non dits à Claire, l'ex-femme, et une distance qui prit la forme de factures à payer par d'autres soins que la tendresse. Il avait payé le prix du silence social en croyant qu'on pouvait racheter une vie par des immeubles. Les voix du port revenaient parfois en écho, l'odeur de poisson, le goût du pain dur, la main de son père serrant la sienne. Ce passé humain le rendait vulnérable face à la possibilité que son succès ait été construit sur des compromis moraux. Les décisions qu'il prit alors modelèrent l'homme qui se tenait maintenant devant la scène, regardant Élodie et se demandant si ses valeurs étaient encore les siennes. Cette backstory expliquait aussi pourquoi il refusait de montrer de la faiblesse en public, pourquoi il craignait le jugement et pourquoi, au fond, il était capable de gestes extrêmes pour protéger une image. Les noms qui avaient ponctué sa vie revenaient régulièrement. Bernard, Antoine, Claire, Juliette sa fille, Henri son père, Mireille sa mère, Sophie collègue de bureau et Maître Bertrand l'avocat de la famille. Tous allaient jouer un rôle dans la chute et dans la tentative de réparation. La perte personnelle avait creusé une plaie ouverte dont Marc n'avait pas parlé. La promesse faite un soir d'hiver, après une dispute avec Claire, était restée comme une pierre dans sa poche. Claire était partie avec Juliette et une valise pleine de reproches. « Si tu pars, avait dit Claire alors, n'attends pas que je te rattrape. » Il avait juré en silence de ne jamais perdre la reconnaissance publique, de ne jamais abandonner la dignité aux yeux des autres. Mais la vie continue, et l'abandon n'était pas seulement le fait d'une femme qui s'en allait, il devint une habitude, un lieu où l'on posait ses peurs. 2 paragraphes suffisaient pour mesurer la profondeur du traumatisme. La maison vidée par un carton, un portrait décroché, un dîner glacé. Il avait promis à son père, sur le quai du marché, qu'il offrirait une autre vie à la famille, et à Juliette qu'il resterait présent. Ces promesses le poursuivirent, et lorsqu'Élodie entra dans sa vie professionnelle, il y reconnut une loyauté qu'il put confondre avec reconnaissance. La perte fit de lui un homme prêt à tout pour contrôler l'image, et la promesse à Claire se transforma en une exigence de perfection. Puis arriva l'entrée d'une nouvelle présence dans la maison et dans l'espace professionnel, une femme nommée Valérie Marchand, dont le charme et l'appétit pour l'ostentation firent écho au salon où Marc fréquentait. Elle était belle, organisée et savait comment disposer de l'or comme une lumière. Sa voix était polie, son sourire ciré et elle introduisit des changements subtils mais constants. La maison se transforma, nappe immaculée, vaisselle neuve, des goûts qui n'appartenaient pas à Marc enfant du port. Les meubles devinrent plus lourds et la cuisine moins fréquentée. Valérie isolait sans le dire, elle redéfinissait les règles et recadrait la conversation. Élodie, naguère présente, fut petit à petit déplacée vers un bureau secondaire, puis vers des tâches administratives éloignées. La relation de Marc avec Sophie, qui avait été la confidente, se sentait mise à l'écart. Antoine cherchait des alliances. Julien commençait à sentir une histoire. Nadège observait depuis la cour et Luc continuait de servir mais notait les petites choses. Les comportements se modifièrent comme des strates de peinture. La chaleur de la maison se fit froide, les repas devinrent mis en scène et Juliette fut invitée moins souvent. Des retards, des phrases coupées, des regards retenus tissèrent une atmosphère de suspicion. Valérie exploitait la vanité et transformait la maison en vitrine. Élodie, elle, gardait ses chansons pour les soirées du quartier et ses sourires pour ceux qui l'écoutaient sans jugement. Ce fut une entrée douce et corrosive jusqu'à ce que la colère silencieuse prenne forme. L'accumulation des petites humiliations commença par des détails qui semblaient insignifiants, mais qui gagnèrent en intensité. Un jour, Marc remarqua que son café était servi froid, la tasse glissant légèrement entre ses doigts fatigués. Un autre jour, un accessoire important de chantier fut égaré et le blâme retomba sur Élodie. Une réunion fut réorganisée sans son avis et une décision fut présentée comme s'il en avait été l'instigateur, sans qu'il puisse réellement en débattre. Ces incidents, isolés, étaient des couteaux minuscules. Réunis, ils formaient une stratégie d'effacement.
Deux moments de tension survinrent et firent basculer la relation vers l'irréparable. Le premier fut une soirée de gala où Valérie, devant la presse et les amis de Marc, fit une plaisanterie sur les origines de sa secrétaire, remettant en cause son éducation et sa place. L'humiliation fut publique et Élodie resta stoïque, serrant les dents, tandis que Marc riait d'un rire vide. Le deuxième moment survint un matin où un message anonyme circula dans l'entreprise accusant Élodie de détournement minime. Des papiers furent fouillés, des regards pesés et le directeur financier, Pierre, nota des anomalies mineures. Les voisins murmuraient, Nadège passait la tête par la porte et Juliette posait des questions qu'on préférait éviter. Ces épisodes créèrent une tension sourde, une fracture faite d'incompréhension et d'injustice. Les petites violences de l'exclusion devinrent la règle et noyèrent la loyauté initiale. Chaque blessure laissait une marque plus profonde que la précédente. Pendant ce temps, les fêtes brillaient à l'extérieur. Dîners dans les salons, photos sous les ors, posts sur les réseaux sociaux montrant la famille Lemoine souriante et proclamant générosité et réussite. Les médias locaux écrivaient sur les dons faits au musée municipal et sur la soirée de charité où Marc avait parlé d'héritage et de responsabilité. À l'intérieur de la maison, cependant, la cuisine était froide et il restait des restes à réchauffer dans une poêle en fonte. Cette dualité fit tache d'huile dans la conscience de Marc. Lors d'une réception, Claire fut invitée par courtoisie mais resta silencieuse, son regard glissant vers la cuisine vide comme une accusation. Les photographies montraient des lustres et des sourires, mais des enfants du quartier racontaient avoir vu Élodie ramasser des restes derrière la porte de service. Sophie apporta une boîte de pâtisserie à la discrétion, Antoine fit des commentaires sur l'importance de l'apparence, et Julien, le journaliste, commença à tisser des liens entre les mondes public et privé. Les préparatifs d'une réunion publique devinrent l'occasion pour Valérie de montrer son pouvoir, pour Pierre de masquer des chiffres et pour Nadège de témoigner que parfois, une personne qui travaille pour vous est aussi une histoire dont vous devez répondre. Au cœur de ces fêtes, un micro traçait un trajet et un vieil enregistrement allait bientôt rejaillir. Le retour de Marc à la maison ce soir-là fut précipité. Une sensation d'urgence le poussait, une voix intérieure le pressait d'agir. Il trouva des indices, une note collée sur la porte, un appareil oublié, une application ouverte sur son téléphone avec une notification non lue. Il monta l'escalier comme on monte vers un tribunal intime. En entrant dans le salon, il sentit l'odeur de cuisine réchauffée et un silence qui pesait comme une sentence. Il y eut un échange de regards, puis une explosion contenue. Le dialogue qui suivit fut dur, long et décisif. 1. Marc demanda pourquoi elle avait choisi ce bar. 2. Élodie répondit en parlant des comptes serrés et du besoin de liberté. 3. Marc objecta en évoquant l'image et l'entreprise. 4. Élodie répliqua en parlant du respect et de la dignité. 5. Valérie intervint en coupant la parole et en insinuant un choix indécent. 6. Marc tenta de garder la paix mais sentit la colère monter. 7. Sophie plaida pour l'empathie et pour écouter la version d'Élodie. 8. Antoine insista sur la nécessité de protéger la réputation. 9. Juliette demanda des explications et pleura en silence. 10. Julien prit des notes comme un témoin distrait. 11. Meubertrand conseilla la prudence et parla de risques juridiques. 12. Luc resta en retrait, frappant doucement un plateau de métal comme un métronome d'attente. Les voix se mêlèrent et révélèrent des fissures profondes. Dans cet échange, les sous-entendus devinrent visibles et les vérités cachées s'imposèrent. La décision finale restait incertaine et le climat devint électrique. La preuve arriva sous la forme d'une vidéo captée par la caméra de surveillance du bar. Le fichier était simple, ordonnatage, plan fixe, audio brut et un angle qui montrait Élodie à la fois vulnérable et forte. La description technique fut claire et brève. La séquence de 3 minutes montrait la trajectoire de la chanteuse du bar vers l'arrière-salle, un échange chuchoté avec Luc le barman, puis le retour sur scène. L'audio, traité pour réduire le bruit ambiant, révélait des paroles évoquant la faim, la honte et le courage. Le fichier était ordonnaté à 22h14 et la métadonnée confirmait l'absence de montage. Les experts contactés par Julien certifièrent l'authenticité en moins de 2 heures et fournissent un rapport détaillé précisant l'intégrité des données et l'indexation des frames clés. La preuve technique pesait comme une pierre sur la table et elle ne laissait guère de place à l'interprétation. Marc la vit en petit écran et sentit la pièce tourner, comme si la justice venait d'entrer par la fenêtre. Cette exposition documentaire fit basculer les conversations vers la réalité et contraignit les personnages à affronter les conséquences.
3 moments de tension plus longs résumèrent la rupture et la nécessité d'agir. Le premier moment survint quand les employés découvrirent la vidéo et vinrent en groupe vers Marc, les visages tendus, avec des questions qui n'avaient pas de réponse courte. Ils demandèrent des comptes, ils parlèrent de justice et d'humiliation. Les murmures devinrent cris et la salle de réunion se transforma en arène morale. Le second moment fut la confrontation publique lors d'une conférence de presse improvisée. Des caméras et des flashs illuminèrent des voix qui autrefois étaient privées. Valérie tenta de reprendre le récit, mais les faits se dressèrent contre elle et les paroles devinrent tranchantes. Le troisième moment survint la nuit où Juliette, blessée, remit en question le nom de famille et demanda pourquoi la vérité avait été occultée. Elle avait l'air d'une jeune femme qui voyait ses repères s'effondrer et la maison devenait une scène d'aveu. Chacun de ces instants fut décrit en 2 à 3 paragraphes, faisant surgir le conflit interne de Marc, réveillant des mémoires d'enfance et forçant des décisions qui auraient des conséquences irréversibles. La tension monta comme une marée, puis se brisa en vagues de décisions. La décision finale fut prise dans un bureau au rideau tiré. Marc signa des papiers, les mains encore tremblantes. Claire revint comme témoin, Bertrand présenta les conditions d'un départ, Valérie accepta de partir dans un silence choisi et Élodie reçut une proposition d'indemnisation accompagnée d'une offre de réintégration sous d'autres conditions. Les résolutions prirent la forme de documents signés, de courriels envoyés à la direction, d'appels enregistrés et d'une procédure interne déclenchée par le comité d'éthique. Les détails techniques furent consignés, rapports de police, mails en datés, transcription des enregistrements, procès-verbaux et un document de médiation signé par toutes les parties. Ce processus de réparation fut lent, administratif et presque clinique. Mais il permit à certains de respirer. Il y eut de petites victoires et de grandes pertes. La réputation de Marc fut éraflée, Valérie fut tenue responsable de comportements de manipulation et l'entreprise s'engagea à financer des ateliers et une fondation pour aider les travailleurs vulnérables. Les réactions publiques furent mixtes et les jugements en ligne furent sévères. À environ un tiers du récit, il y eut un appel à vous, spectateurs. Si cette histoire vous a touché, partagez dans les commentaires une expérience qui vous a ouvert les yeux sur la complexité des relations au travail. Commencez votre message par le nom de la ville où vous vivez pour que nous puissions voir les réponses par région. Vos témoignages aident à comprendre que ces histoires ne sont pas isolées et qu'elles peuvent inspirer des actions concrètes. La communauté que nous formons ici peut soutenir ceux qui ont été réduits au silence. Merci de prendre la parole, cela compte. Le dénouement immédiat fut marqué par la signature d'un accord, par des excuses publiques et par la décision de Marc de quitter la direction opérationnelle pour se concentrer sur des actions de réparation. Il annonça la création d'une fondation dédiée à l'aide aux travailleurs culturels précaires et à la prévention des abus professionnels. Les employés, comme Sophie et Antoine, furent invités à participer à la gouvernance et une cellule d'écoute fut mise en place. Julien publia un article qui fit le tour de la ville et Pierre, le directeur financier, présenta des excuses institutionnelles. Nadège organisa une collecte pour des musiciens locaux et Luc, le barman, reçut une récompense pour sa transparence. La décision était symbolique et pratique. Partir n'effaçait pas les fautes, mais assumer les conséquences ouvrait un chemin de réparation. Épilogue, 1 mois plus tard. 1 mois après les révélations, la Fondation avait lancé son premier appel à projet et la petite salle du bar où Élodie chantait avait reçu un don pour rénover la scène. Élodie donnait des ateliers vocaux gratuits le week-end, partageant son savoir avec des jeunes du quartier et récupérant une dignité volée. Marc passait ses journées à rencontrer des associations et à apprendre à écouter sans imposer de réponse. Juliette, qui avait d'abord voulu couper tout lien, accepta finalement un café et commença à reconstruire un dialogue fragile. Claire observa les premiers pas et resta prudente mais ouverte. Les médias avaient baissé le ton, remplacés par des récits de réparation. Les appels du public affluaient, certains pour soutenir la fondation, d'autres pour raconter des histoires similaires. La douleur n'avait pas disparu mais commençait à se transformer en actions concrètes. Épilogue 3 mois plus tard. À 3 mois, la Fondation avait recruté un comité mixte avec Sophie, Antoine, Luc, Nadège et des représentants de la communauté artistique. Un audit indépendant confirma la manipulation de certains processus internes et recommanda des formations obligatoires. Élodie avait enregistré un EP indépendant et ses chansons parlaient de dignité et de rues retrouvées. Juliette avait repris des études et s'impliquait dans un programme de mentorat pour enfants de familles monoparentales. Marc avait rencontré des victimes d'autres entreprises, assisté à des conférences et travaillait à un guide pratique pour dirigeants sur la prévention des abus. Les réseaux sociaux montraient des photos d'ateliers, de concerts solidaires et de réunions où l'on discutait de politiques concrètes. Les tensions demeuraient, mais l'énergie se transformait en projet. Épilogue 6 mois plus tard. À 6 mois, la Fondation finançait déjà 3 projets locaux, un programme de bourse pour musiciens en difficulté, un centre d'écoute et une exposition itinérante sur la dignité au travail.
Élodie était invitée à chanter dans des festivals de quartier et parlait sur des panels sur le droit à la parole. Marc avait accepté une médiation familiale et avait renoué quelques liens sans effacer la douleur mais en assumant la responsabilité. Valérie avait quitté la ville et faisait l'objet d'une enquête interne plus vaste dans son ancien réseau professionnel. L'entreprise avait modifié ses procédures de signalement et instauré un conseil d'éthique permanent. Les habitants du quartier avaient lancé une initiative de repas partagés et la maison d'enfance d'où venait Marc avait reçu des fonds pour des activités. Les plus humiliés avaient retrouvé une visibilité positive et la conversation autour de la dignité professionnelle avait pris de l'ampleur. Le bilan restait à écrire, mais un travail de reconstruction était en cours. La leçon finale était simple mais lourde. L'image extérieure ne suffit pas à mesurer la justice intérieure. Il restait des questions morales, des blessures à penser et des responsabilités à endosser. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous pour suivre comment ces initiatives évoluent et partagez cette vidéo pour rappeler que la vérité et la réparation sont possibles. Parfois le courage commence par écouter et continuer par agir. La vraie richesse est une table où chacun peut trouver sa part.